Bien, j'ouvre la séance. Vous remerciant d'être venu avant moi. J'ouvre la séance pour ce conseil, puisque le quorum est atteint. On va vous faire passer la feuille pour signer les émargements du cadre de la paix. Et il faut qu'on désigne un secrétaire de séance. C'est dans l'ordre. Le dernier que vous avez. C'est moi. C'est toi, Ben. Donc après Ben. Pour prendre le truc. Sinon, c'est plus où on en est là. Ouais, On commence par Patrice. C'est ça le On ne met plus dans l'ordre. C'est assez correct. C'est assez correct. Est-ce qu'il y a des avis contraires, Dites oui. des oppositions? Quelqu'un qui veut vraiment forcer le trait, se propose? Non, donc je peux considérer que c'est adopté à l'unanimité. Merci. En ce qui concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin. Alors non, tout de suite, avant d'abord, excusez-moi. Je rappelle que nous avons deux pouvoirs. Nous avons le pouvoir de M. Bernet en congé qui a donné pouvoir à M. Malin, et le pouvoir de Valentin qui m'a donné pouvoir. En ce qui concerne Maxime, étant vacances à l'extérieur, il est parti sans donner pouvoir. En ce qui concerne donc l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin. Y a-t-il suite à ce compte rendu? Non, procès-verbal, pardon. Ben, on a apporté les modifications nécessaires avec Jennifer et puis ça a été rectifié. D'accord. Donc il y a eu quelques modifications qui ont été apportées. Voilà. Qu'on avait vu dans la préparation d'ailleurs. J'en avais parlé lors de la préparation. Est-ce que vous avez des annotations particulières, complémentaires qu'on aurait oubliées et que vous auriez vues? Non, donc on peut considérer qu'il est adopté, il n'y a pas d'avis contraire, ni d'abstention, je vous en remercie. En ce qui concerne le point numéro 1, qui est le point essentiel de l'ordre du jour, je vais vous faire donc lecture du point en question par un rapport de présentation en premier lieu qui va retracer l'ensemble des éléments qui, dans le cadre de toute la procédure, ont permis d'apprécier par des modifications à la marge, évidemment, tout le long du process, pour nous permettre d'arriver aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus cohérent et plus proche, et qui répond, je dirais, à la grande majorité des personnes qui, notamment, ont exprimé des annotations et des réserves, voire y compris des suggestions qui étaient, pour certaines, de bonne loi. Malheureusement, je le regrette, il n'y a pas eu assez de monde qui a participé notamment aux enquêtes publiques, puisqu'on a été quand même très fort à avoir une enquête publique qui a duré en 2 temps, beaucoup plus ouverte qu'une enquête publique normale, et qui donc a permis à tous ceux qui souhaitaient exprimer un certain nombre de choses de pouvoir le faire dans d'excellentes conditions. D'ailleurs, à ce propos, c'est ce qu'a rendu le commissaire enquêteur, qui a remarqué l'exemplarité du mode de fonctionnement ouvert au public et dans le cadre de la communication en général. Il y a d'autres choses à signer, moi? Bon, il signera pas l'autre. Faut me noter, parce que moi, quand je suis comme ça, je ne peux pas signer à même temps, c'est compliqué. Donc,
j'en viens au rapport de présentation. J'ai volontairement ici mis, j'expliquerai à la fin un certain nombre, je préciserai davantage de choses, y compris si vous avez des questions, j'y répondrai, sachant que des réunions de travail sur le PLU, je crois que pour votre parti, vous qui êtes nouvellement élu, puisque en gros, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans que vous avez été élu, pour certains d'entre vous, pour d'autres, nous sommes là depuis 2008. Et ce PLU est un PLU qui date, on va dire, de 2009 pour la municipalité avant votre élection, qui est dans la continuité du travail que nous avions mené depuis maintenant 8 ans, sachant que les équipes qui étaient avant nous pendant 13 ans ont mené des débats pour essayer d'aboutir sur un PLU qui malheureusement n'a jamais abouti. Je veux dire que Compan bat un record dans le temps, puisqu'on est, on va dire, sur à peu près une vingtaine d'années de travail pour aboutir à un PLU. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats, de rencontres, d'échanges contradictoires, et que cela a été finalement judicieux, puisque ça n'a fait qu'enrichir ce PLU. Voilà. Donc, par délibération du 26 juin 2014, le conseil municipal a décidé d'engager la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme et a défini les 3 grands objectifs suivants. D'une part, respecter le principe d'équilibre entre le développement urbain et le développement rural. D'autre part, d'assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et rural. Enfin, respecter l'environnement en adoptant le principe d'utilisation économe et équilibrée de l'espace urbain, périurbain et naturel, en maîtrisant bien évidemment l'expansion urbaine. Le conseil municipal a également décidé, comme les habitants et les différents acteurs locaux seraient informés et associés à l'élaboration du projet. La concertation s'est donc déroulée pendant toute la durée des études jusqu'à l'arrêt du projet de PLU. Conformément aux dispositions de l'article L. 153-12 du Code de l'urbanisme, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu lors du conseil municipal qui s'est tenu, c'est pas si vieux que ça, le 11 juillet 2014. Le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local de l'urbanisme le 22 mai 2015. Le projet de plan local d'urbanisme arrêté a été adressé pour avis aux personnes publiques associées qui ont eu 3 mois pour former leur avis. L'ensemble de ces personnes publiques, à l'exception de la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne, ont rendu leur avis dans le dit délai des 3 mois. Ces avis étaient favorables, mais assortis de nombreuses réserves en ce qui concerne notamment la préfecture de Seine-et-Marne, le département de Seine-et-Marne, la CDPNAF. Alors pour la CDPNAF, c'est la commission départementale qui gère les espaces naturels, agricoles et forestiers. Le projet de plan local d'urbanisme, et j'ai oublié de dire, et la SNCF. Le projet de plan local d'urbanisme a été soumis à enquête publique du 26 octobre au 28 novembre 2015. Par courriel du 17 novembre 2015, M. Alain Charliac a adressé à moi-même la synthèse des avis des personnes publiques associées en soulignant les points qu'il estimait importants. Il a également indiqué que l'enquête publique pouvait être suspendue pour apporter des modifications au projet, liées notamment à l'avis des personnes publiques associées. Une réunion s'est tenue à ce sujet avec lui-même le 23 novembre 2015 en mairie de Compan. Très tardivement,
par courrier du 20 novembre 2015, reçu le 26 novembre suivant, soit 2 jours avant la clôture de l'enquête publique, alors que le dossier avait été adressé en juin 2015, la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne a rendu un avis très défavorable. En application de l'article L123-14 du Code de l'environnement, il est alors apparu nécessaire de suspendre malgré tout l'enquête publique afin de tenir compte de toutes ces réserves qui aboutissent à une modification substantielle du projet. L'enquête publique a donc été suspendue le 28 novembre 2015 avant sa clôture. Le 4 décembre 2015, le conseil municipal a délibéré afin d'approuver les modifications substantielles devant être apportées au plan local d'urbanisme. Je rappelle les modifications apportées alors. Premièrement, les changements apportés au projet d'aménagement de développement durable. La rectification des erreurs matérielles. La confirmation de l'objectif poursuivi, croissance de 3,2 par an entre 2015 et 2030, avec une taille moyenne constante sur les 10 ans des ménages companais à 2,8, 3 personnes par ménage en 1998, en 1999 et en 2008 à Compo. La projection est désormais basée sur une légère diminution de la taille des ménages pour s'approcher de la dynamique cantonale tout en restant légèrement au-dessus. Il s'agit donc d'un projet urbain pour les 15 prochaines années qui se base sur une augmentation de 400 à 420 habitants environ et 150 à 165 logements supplémentaires sur une emprise de 9,7 hectares complétée de densification modérée du centre-bourg. Les 9,7 hectares se répartissent comme suit. Premièrement, une partie sur AUH1, 2,3 hectares, c'est la partie du parc, de l'ancien parc du château, et un AUH2, 7,4 hectares, qui se situe plus précisément là où doit être réalisé le prochain lotissement. L'urbanisation du centre-bourg pourra également être légèrement modifiée dans le respect de la réglementation applicable. Il pourra ainsi s'agir d'opérations de renouvellement urbain entraînant par exemple la démolition de logements et leur reconstruction et de petites opérations sur notamment les dents creuses du village. D'autre part, deuxièmement, les changements apportés au rapport de présentation. La rectification des erreurs matérielles qui avaient été signifiées par le commissaire enquêteur. Une meilleure justification complétée au regard du schéma départemental de la région Île-de-France des capacités d'accueil de populations nouvelles au regard d'une commune bénéficiant en son cœur de bourg d'une gare selon les exigences de l'État, de la Chambre de commerce et d'industrie et du Conseil départemental du 77. Des justifications complétées au regard du schéma régional de cohérence écologique et de la trame verte et bleue, ainsi que des zones humides. Des compléments d'informations et de données sur les zones humides existantes et les justifications de leur prise en compte. Les justifications complétées sur le pastillage intercommunal Compan-Mitry-Mory. Compan bénéficie de 50% des 50 hectares autorisés au développement, soit 25 hectares. Le recalage des données selon la demande de l'État sur les surfaces urbanisées prises en compte du MOS, le mode d'occupation du sol, dans le calcul des augmentations de densité du bâti et de la densité humaine à atteindre pour respecter le schéma départemental de la région Île-de-France, adopté en 2013. Les justifications complétées sur les continuités agricoles et forestières par rapport au schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux, USDAGE, pour la dérogation au recul de l'entrée de ville de la RD 212. L'adaptation des justifications
au changement de zonage opéré dans le PLU modifié à la suite de la suspension de l'enquête publique. Le rajout de compléments aux annexes à la demande du conseil départemental et de Seine-et-Marne Environnement, notamment la carte PDI-PR, qui est le plan départemental des itinéraires de petites randonnées, page 187, la carte des ENS, espaces naturels et sensibles, page 189, les extraits études pour arrêt de biotopes, page 190 à 201, l'extrait des risques technologiques Société Univar, page 202 à 205, et les plans des réseaux joints au dossier de PLU, page 261 à 263. L'intégration de compléments cartographiques dans le rapport de présentation, plan de circulation des engins agricoles, à la demande du conseil départemental du 77, le plan des polarités économiques, à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie, le plan de la trame verte et bleue, à la demande de l'État. Troisièmement, les changements apportés au plan de zonage lui-même. Les modifications portent sur le changement du cadastre disponible seulement en janvier 2016. Le passage de la zone agricole A0 inconstructible le long de la RD9 en entrée centre-bourg en zone agricole A avec une bande de recul pour toute construction. La règle a été insérée dans le règlement. Demande de la commission, alors ça c'est une commande, je dirais presque, c'était à la demande de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, la CDPNA, et de la Chambre d'agriculture, et bien sûr des agriculteurs y compris. La diminution de la zone NH1. La zone NH1, sur la carte derrière moi, c'est la carte où doit être réalisée la future MOUS, la maîtrise d'œuvre urbaine sociale. Donc une diminution de la zone de 0,8 hectares. C'est une demande de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers et de l'État. La diminution de la zone N de 0,8 hectares au sud de la commune, lieu-dit des Grands Marais, pour le projet de liaison au Mauroissy, une demande du conseil départemental du 77. Le passage de la zone naturelle N en zone agricole inconstructible A0 au lieu-dit le Pré-Rond, demande de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, de la Chambre d'agriculture et des agriculteurs. Le passage d'une zone naturelle NL, loisirs, en zone naturelle NZ, zone humide, demande de Seine-et-Marne Environnement 77 et du Conseil départemental 77. Augmentation du nombre d'étoiles pour le changement de destination des bâtiments agricoles, demande exprimée par la Chambre d'agriculture et les agriculteurs. La création de secteurs NZ sur les zones humides à Angers, le long de la Biberonne, anciennement classée N, zone naturelle, demande de Seine-et-Marne Environnement 77 et du Conseil départemental 77. La création des périmètres des zones humides à préserver à l'intérieur de la zone naturelle N et de la zone agricole A sur les lieux identifiés par les diagnostics de terrain réalisés par Seine-et-Marne Environnement comme milieu humide, boisé ou non boisé. Demande de Seine-et-Marne Environnement 77 et du Conseil départemental 77. Enfin non, il y en a d'autres. L'intégration en zone urbaine de 2 parcelles classées agricoles collées à la zone urbaine et venant épaissir le centre-bourg et pouvant être desservies à partir de l'accès au logement de l'église, demande d'un agriculteur et de la commune. La modification des espaces boisés classés. Grand Marais, dans le cadre du projet routier de la D212, demande du conseil départemental. Suppression EBC sur la parcelle numéro 282, Moulin d'Ouacre, demande de l'État. Création d'un EBC sur les parcelles 251, 252, 253 au Moulin d'Ouacre, demande de l'État.
Création d'un EBC sur la parcelle 224, Grand Marais, demande de l'État. Modification de l'EBC sur la parcelle 218 et 219 au Grand Marais, demande du Conseil départemental 77 et de Seine-et-Marne Environnement 77. Modification de l'EBC sur la parcelle 348 du Château, demande du Conseil départemental 77 et Seine-et-Marne Environnement 77. La modification de certains emplacements réservés, notamment modification de l'ER2 suite à l'abandon de l'ER10, demande de la CNCF qui longe la voie SNCF. Modification pour diminution de l'ER3 Merlot, demande du Conseil départemental 77 et des agriculteurs. Modification du tracé de l'ER5 pour ne pas couper la propriété en deux avec raccord à l'accès de la cueillette. Demande du Conseil départemental et de l'agriculteur. Modification de l'ER8 de la Mousse pour adaptation aux besoins réels de maîtrise foncière de la commune. Modification de l'ER9 pour passage des engins agricoles et voies de secours pour notamment le PPI généré par l'entreprise Gaz et Chim, classé CDZO dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques. Modification de l'ER11 à destination du Conseil départemental 77 pour le projet de liaison Mont-Roissy. Modification de l'ER12 pour désenclavement cette fois-ci de la Mousse suite à la réduction de sa surface. Quatrièmement, les changements apportés aux opérations d'aménagement et de programmation. Les modifications portent sur des précisions renforçant la compréhension des règles à la demande des personnes publiques associées. Reprise des schémas dans leur présentation. Légende, texte, périmètre. Complément précisant la desserte en transport collectif pour les deux zones d'activité 1UX1 et 1AUX2. Circulation pour la zone 1UX2. Précision de la plateforme aéroportuaire sur 1AUX1. Complément précisant le raccordement du maillage piéton au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour la zone 1AUH2. Mise en cohérence entre le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation. Cinquièmement, les changements apportés au règlement lui-même. Les modifications ont porté sur des précisions de règles, des compléments d'information sur les risques, les contraintes, les nuisances impactant chaque zone. Modifications par rapport aux accès sur la D212, zone 1UX1 et 1UX2, demande du Conseil départemental 77. Modification en ajout dans la zone naturelle N d'un secteur NZ avec réglementation selon la demande de Seine-et-Marne Environnement 77. Ajout d'un recul de 150 mètres par rapport à la D9 en entrée de ville ouest pour la zone A. Rajout d'une annexe portant sur la liste interdite des plantes invasives. Complément de l'annexe lexique, demande de l'aéroport de Paris. Suppression des mauvaises références au code de l'urbanisme et complément apporté au règlement pour une obligation de gestion alternative des eaux pluviales et une obligation de convention pour les eaux résiduaires industrielles vers la station d'épuration à la demande des personnes publiques associées. Sixièmement, les zones à urbaniser. Précision apportée, aucun accès à partir de la D212 ne sera autorisé. Les accès devront se faire à partir de la D9 pour la zone 1UX1 et à partir de la voie pour la station-service et ou de la zone UX existante et mitoyenne pour la zone 1UX2. Septièmement, les risques technologiques.
le plan de prévention des risques technologiques approuvé est intégré au dossier du PLU. Le rapport de présentation a donc été mis à jour dans ce sens. En application de l'article R 123-22 du Code de l'urbanisme, le dossier initial a été complété par une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet et par le nouvel avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, dispensant le projet d'évaluation environnementale. À l'appui de ce dossier complété, l'enquête publique a été reprise du 28 avril au 28 mai 2016. Le 2 juin 2016, M. Alain Charliac a adressé à la commune son procès-verbal de synthèse. Le 17 juin 2016, la commune lui a répondu. Conformément à l'article L153-21 du Code de l'urbanisme, le projet de PLU arrêté le 22 mai 2015 et modifié substantiellement le 4 décembre suivant a été complété et modifié pour tenir compte des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. À nouveau, les changements apportés au PADD et au rapport de présentation. La communauté de communes Plaines et Monts de France est remplacée par la communauté d'agglomération Roissy-Porte de France dans l'ensemble des documents. C'est Roissy-Porte de France ou Roissy-Porte de France? Il me semble. C'est Pays de France. C'est Roissy-Pays de France, c'est le même. Voici Pays de France dans le document. 2. Les changements apportés au plan de zonage. Correction matérielle sur le périmètre de la mousse en incluant une partie de la parcelle appartenant à la commune. Zone 1 NH1 comme initialement. Troisièmement, les changements apportés au règlement. Correction apportée à l'article 12 concernant les règles de stationnement des vélos dans les zones 1UX1 et 1UX2. Les corrections apportées à l'article 13 concernant les espaces verts dans les 1AUX et une mise en cohérence avec le rapport de présentation a été effectuée. Correction apportée sur la desserte de la zone 1UX2. Le 30 juin 2016, Monsieur le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions en date du 28 juin précédent. Il émit un avis favorable assorti de 6 réserves suivantes. 1. Qu'un consensus s'établisse sur la consommation de l'espace agricole entre la commune, la Chambre d'agriculture et la CDPENAF avant toute décision d'ouverture à l'urbanisation des nouvelles zones prévues au PLU. Deuxièmement, que l'étude socio-économique dans le rapport de présentation soit étudiée de façon concrète et pragmatique par rapport à la réalité démographique actuellement connue de la commune de Compan en comparaison avec des communes limitrophes de même capacité. Que soit réalisée, c'est le troisième point, la reprise complète et la mise en cohérence avec les autres documents du PLU, du règlement de zone dans tous ces articles et de l'inclusion des articles des codes correspondants à toutes les contraintes supportées par la commune de Compan. PEB, PGS, PPA, PPRT, PPRN, et il y en a d'autres. Quatrièmement, que la mousse, si elle s'avère nécessaire, soit réduite à la juste nécessité d'échange des parcelles actuellement occupées par les gens du voyage dans des zones sensibles et naturelles et qu'elle soit réorientée de façon à ne gêner en aucun cas les travaux agricoles entraînant la suppression de l'ER12 devenu inutile. Cinquièmement, que l'ER9, chemin agricole, soit abandonné, de même que l'ER12, contournement de la station d'épuration, et de l'ER3, Merlon, au profit de l'aménagement du chemin de la Fontaine et du chemin des Vaches jusqu'à la commune de Dessy. Non, mais ça, c'est ce que lui écrit. Ouais, moi, je le répète, j'ai déjà dit. Oui, mais je ne suis pas là pour transformer les propos du commissaire enquêteur. C'est pas là pour ça.
Sixièmement, que soient appliqués dans le règlement des zones 1UX1, 1UX2 et 1AUH1 les prescriptions des articles L112.3 à L112.15 et des articles R112.11 à R112.17 du Code de l'urbanisme et plus particulièrement l'article L112.10 dans sa totalité concernant les nuisances sonores. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que les réserves de, voire les documents qui sont annexés, contexte d'évolution depuis 1975 de la démographie sur Compan et les villages de proximité, les points 3 et 6 ont bien été pris en compte. La réserve 1 doit être analysée comme ayant été levée dès lors que, d'une part, la CDPENAF a émis un avis favorable et d'autre part que la commune s'est engagée avant toute ouverture à l'urbanisation de la zone 1X2 à l'établissement d'un schéma des circulations agricoles à établir en concertation avec la Chambre d'agriculture et les représentants des professionnels concernés, avis de la CDPENAF en date du 23 octobre 2015. Concernant la réserve 4, la superficie de la mousse a été réduite au strict nécessaire conformément à la demande des PPA et de la CDPENAF. Cette superficie est nécessaire pour réaliser un quartier intégré au développement et à destination des familles sédentarisées sur la commune depuis près de 4 décennies. L'emplacement et l'orientation ont été choisis en raison notamment de la nécessité de conserver une continuité écologique entre les espaces naturels et sensibles, courrier du Conseil général en date du 3 décembre 2014. C'est une des conditions qui nous a permis d'obtenir un accord favorable de la CDPENAF. Concernant la réserve numéro 5, il n'est pas fait obstacle à la suppression de l'ER3, le Merlon, de l'ER12, la voie de désenclavement de la mousse, pourra en effet être réalisée sur la parcelle appartenant à la commune. De l'ER9, qui concernait sur une partie un projet du conseil départemental, ces travaux sont en train de débuter, ont débuté début juillet 2016, pas plus tard que tout à l'heure, nous étions sur le terrain avec le conseil général et les agriculteurs. Et de l'autre, un projet communal qui peut être abandonné. La réserve 4 a été levée partiellement compte tenu de la nécessité, je viens de le dire, de maintenir un corridor écologique conformément à la demande du conseil départemental. C'est donc ce plan d'urbanisme qui est aujourd'hui proposé à votre approbation. Je peux peut-être, pour ceux qui le souhaitent, rappeler quelques éléments. Je sais que je ne sais pas si on est en chose, on ne sait jamais. Voilà, simplement pour votre gouverne. Donc, la zone 1UX1 qui est ici est une zone qui appartient aujourd'hui de façon propriétaire l'aéroport de Paris, qui aujourd'hui est en partie déjà construite avec quelques réalisations, je dirais, d'entreprise. L'aéroport de Paris ayant émis le souhait de poursuivre ses propres développements dans le cadre, bien évidemment, du plan local d'urbanisme, mais dans le cadre de ce qu'on construit, puisque aujourd'hui ils le font dans le cadre du POS, de toute façon. En ce qui concerne la zone AUX2, comme pour la zone 1AUX1, l'objectif que nous avons aussi défendu est de faire en sorte
que les deux zones, la zone de la Feuchère et la zone du parc, aient la possibilité d'avoir une voie de désenclavement. Je vous rappelle que ces deux zones ont été construites avec une seule entrée et une même sortie. Ce qui nous a amené ici, notamment dans cette zone, il y a 2-3 ans, à avoir tous les personnels bloqués pendant près de 18 heures. Donc l'objectif est de réaliser tout en permettant d'avoir une circulation ouverte différemment, qui permette, par le lien de la voie qui va sur Thieux, qui sera réouverte, puisqu'on a des accords avec le département sur cette question, dans le cadre des rencontres, l'objectif étant de relier la route de Thieux avec peut-être par la suite un rond-point qui permettra de reprendre par l'autre côté sur l'aéroport de Roissy, ce qui serait une nouvelle zone de désenclavement du village. Je rappelle entre autres que la voie qui est ici avait été, dans la route de Thieux, avait été reprise dans le cadre du plan Orsec par le sous-préfet, alors qu'elle était occupée par les Roms, pour la petite histoire. En ce qui concerne les zones de développement urbain, résidentiel, il s'agit d'une zone ici 1AUH2, le futur ZAC de développement, qui évidemment se situe tout de suite après ces réserves qui sont inconstructibles. Je rappelle qu'ici on est dans une partie inconstructible, qui est en zone de bruit, zone C, on ne peut pas réaliser de lotissement, et d'autre part parce qu'il y a la conduite de gaz haute pression et la réserve Trapine. Donc, dans le cadre de la densification du village, la commune avait obtenu, avant le schéma directeur régional de 2013, avait obtenu pour cette partie-là je dirais, une dérogation finalement à l'ancien schéma directeur de 92 et avant le schéma directeur de 2013 approuvé, qui intégrait nos demandes pour si on adoptait ce PLU avant 2013. On n'a pas pu le faire. Et ici, il s'agit de la zone du parc, de l'ancien parc du château, si on peut l'appeler comme ça, qui permettrait de développer des constructions plus à caractère de service et de bureaux ou résidentiels, mais tenant compte des demandes, alors là, de l'aéroport de Paris. En ce qui concerne les développements de la mousse qui est intégrée, alors je rappelle qu'il y a plusieurs objectifs, qui n'a pas qu'un objectif, celui seulement de déplacer des populations, puisque notre objectif c'est aussi de déplacer des populations. Pour certaines qui ont construit en face du lotissement La Fontaine, puisque l'objectif dans le cadre de notre projet environnemental, c'est de récupérer ces parcelles pour pouvoir réaliser notre projet, mais en même temps c'est aussi de déplacer d'autres populations qui sont aujourd'hui sur des parcelles occupées et qui appartiennent à un agriculteur et qui sont aujourd'hui louées. Deuxième des choses, c'est aussi permettre aux populations qui sont sur des parcelles occupées depuis des années de pouvoir permettre sur des familles qui sont en surnombre de pouvoir désenclaver des secteurs en surpopulation. Nous avons des demandes qui ont été faites dans le cadre des enquêtes qui ont été menées avec les associations des gens du voyage, puisqu'il y a eu 2 enquêtes qui ont été menées, et qui ont exprimé fortement le fait que trop de familles étaient sur des mêmes secteurs depuis plus de 30 ans, et qu'il fallait réfléchir peut-être à une autre sédentarisation. Donc cet objectif de cette mousse, c'est de pallier à un ensemble de problématiques, et pas d'une seule de déplacer 4 ou 5 familles. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, je rappelle en même temps que c'est aussi une des raisons, parce que l'État souhaite aussi que dans notre pays, on trouve des solutions concrètes pour permettre aux gens qui ne veulent plus voyager de pouvoir se sédentariser et vivre comme tout un chacun, et bien de permettre de l'autoriser à partir d'une réglementation qui évidemment sera mise en adéquation avec la vie de ces gens, avec les réalités concrètes de l'urbanisation et en même temps en plein accord avec les services de l'État qui ont déjà versé leur bol, puisque nous venons de percevoir il n'y a pas longtemps la première partie de subvention de la mousse. Voilà.
Donc nous ne faisons que être dans un processus, nous ne sommes pas les seuls, Saint-Thibault-des-Vignes a réalisé ce genre de choses, d'autres collectivités l'ont fait. On ne peut pas se satisfaire dans ce pays que de n'avoir que ce qu'on appelle des aires d'accueil, des gens de voyage. Là, on ne parle pas du tout de la même chose, qu'on soit clair. En ce qui concerne la mousse a été réduite de façon importante puisqu'elle occupait toute la surface derrière la station d'épuration. Tout a été, on a diminué sensiblement parce que c'est vrai que nous avions une emprise qui était peut-être beaucoup trop grande par rapport à l'ensemble des problématiques que je viens d'exposer. Donc nous l'avons réduit de 0,8 hectares, je crois, c'est ce que j'ai dit. Et évidemment, les agriculteurs ont posé une excellente question, et moi je ne l'avais pas vu, on ne l'avait pas vu, c'est que la voie, parce que ce qu'on avait comme exigence, et qu'on a toujours, c'est que nous ne souhaitons pas faire un quartier avec une impasse. Nous souhaitons qu'il y ait une voie ouverte, pour des multiples raisons, et notamment de sécurité. Eh bien, au lieu d'avoir cette voie qui circulera pour aller derrière, comme ça, la voie partira à l'intérieur et longera la station d'épuration. Ce qui fait qu'en fait, on élimine cette surface de voirie qui devenait inutile à partir du moment où on avait réduit la surface derrière la station. Ça faisait des mètres de voirie pour rien, et ça ne servait à rien. Voilà. Donc on l'a réduit. En ce qui concerne ce qu'on appelle, ce que demandaient les agriculteurs, peut-être avec raison, mais ils demandaient la continuité plutôt comme ça, plutôt que comme ça. Le problème, c'est que les ONS, les espaces naturels et sensibles, et les services départementaux ont eu une exigence là-dessus qui a été terrible, dans le cadre de la préparation des débats avec la CDPNAF, c'est que nous devions garder ce qu'ils appellent un corridor naturel pour les animaux, pour les passages, enfin tout, voilà, de garder cet espace ouvert de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture de continuité, notamment pour les animaux. En fait, c'est ça ce que j'ai compris. Donc, évidemment, pour les agriculteurs, il y a un petit espace qui est aujourd'hui plus compliqué mais là, on parle d'un espace qui est quand même important, hein, c'est pas un espace de 20 mètres carrés. Donc, certes, plus compliqué à traiter, mais qui n'est pas non plus impossible. Maintenant, s'ils le souhaitent, ça pourra se faire, à mon avis, sans avoir besoin de PLU. S'ils le souhaitent, cet espace pourrait être récupéré par la commune, il suffit qu'on se mette d'accord sur un prix, et la commune pourra planter et faire un espace vert qui permettra d'agrémenter autrement et de laisser cette continuité écologique. Mais ça restera du débat interne après l'adoption du PLU. Voilà. Pour le reste, en ce qui concerne les voiries, les déplacements, nous profitons de ce plan local d'urbanisme pour nous mettre en adéquation, c'est vital pour le village, avec les contraintes qui nous sont imposées par le département et l'État, dans le cadre de la circulation les travaux de grande circulation qui vont nous être imposés sur le village. Et je rappelle que la liaison Meaux-Roissy, qui est donc à 2 fois 2 voies, qui doit être rapide, empruntera la voirie qui est ici, elle est déjà réalisée jusqu'au rond-point. À partir du rond-point, elle a été réalisée aussi, mais il n'y a pas de liaison par le rond-point devant être supprimé pour pouvoir réaliser cette voirie, qui ensuite passera derrière ici, et ira directement dans l'espace qui est aujourd'hui réservé à la demande du département pour réaliser cette voirie, 2 fois 2 voies, qui passera derrière le bois du Grand Marais et qui rejoindra les plateaux un peu plus haut entre, on va dire, Grécy, Messy, et pour rejoindre la nationale qui va sur Meaux. Alors, cette voirie, elle doit être réalisée à travers, d'après les derniers échos qu'on a eus, elle doit être réalisée à partir d'un toboggan, enfin d'un pont, qui doit rejoindre le plateau d'en face pour laisser encore les couloirs écologiques, notamment, et la rivière, et les oiseaux, et les animaux. Donc, et les piétons qui passent en dessous aussi, qui se promènent, etc. Donc, c'est pour ça que les travaux ont commencé là. Ils sont en train de faire tous les repérages. Normalement, ils vont commencer ces prochains jours. Ils vont commencer les travaux par cette voirie, qui rejoindra derrière chez Franier, pour ensuite créer par le chemin royal existant actuellement une voirie
qui rejoindra la D212 par la réalisation d'un nouveau rond-point. De ce rond-point partira une voirie qui rejoindra le pont, l'emmanchement du pont, l'embouchure, je ne sais pas comment on dit, là où on traverse la voie SNCF pour rentrer dans la zone industrielle. On appelle le barreau. Le barreau de Mitry. Pour rejoindre carrément la gare de Mitry. Le barreau d'urgence de la zone. À partir de là, on pourra reprendre à gauche et rejoindre le RER de Mitry. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avions préservé ces emplacements réservés, avec l'idée, c'est que comme le département va réaliser dans ses travaux la descente de la D212 jusqu'en bas, le long de la voie ferrée, qui nous permettra par ce haricot, une fois que nous aurons relié la route des cerisiers, la voie de chemin de fer, quand on l'aura relié ici, on pourra rejoindre la D212 qui va devenir une voie communale, qui ne sera plus une voie départementale, hein, qu'on soit clair. On ne pourra plus par la suite, à partir de là, rejoindre le rond-point qu'ils vont créer. La route sera fermée, puisqu'on ne pourra plus franchir la 2 fois 2 voies. C'est pour ça que nous avions demandé que les travaux commencent par la voie de dévoiement sur la commune de Compan, avant d'enfermer les Companais par la réalisation d'une voie rapide qui ne permettrait plus d'évacuer sur Clé-Souilly en cas de problématique dans la zone et de vent poussé sur le village, qu'on puisse évacuer de l'autre côté. Voilà. En ce qui concerne cette liaison, la voie donc restera réalisée, mais elle est prévue, et elle permettra donc d'une part de tout ce monde ici de rejoindre cette voie ici pour rejoindre l'entrée du village, et de l'autre côté, en dessous le pont va être créé, sous les 2 ponts seront créés un tunnel qui permettra aux engins agricoles de pouvoir rentrer sur la plaine, ce qu'on appelle de Mitry, hein, pour pouvoir travailler. On profitera, et ça fait partie des projets qu'on a avec la ville de Mitry, on profitera pour réaliser avec le département et les 2 villes une liaison 12 qui rejoindra la voirie du barreau, hein, pour rejoindre ensuite la gare du RER. Ce qui permettra par la suite aux jeunes notamment, mais pas qu'aux jeunes, par le vélo, de la gare du RER de Mitry, de rejoindre la gare de Compan en 10 minutes en vélo. Voilà. Ce qui est un monde nouveau pour les jeunes. Je vous le dis tout de suite. Déjà que nous avons ouvert énormément de choses pour les jeunes à travers les services de car qui aujourd'hui permettent à nos jeunes de pouvoir rejoindre Roissy, de rejoindre le cinéma de l'autre côté, etc. Là, ils auront la possibilité encore plus, y compris la nuit, hein, quand ils ont raté le RER sur Paris, de pouvoir rentrer, le train plutôt, pouvoir rentrer sur Compan dans d'autres conditions. Voilà. Donc, on profite de tous ces aménagements pour articuler le développement et l'accompagner dans le cadre des projets qui sont fixés. Je rappelle en même temps que les sédentaires pourront, l'ensemble des sédentaires, auront la possibilité de voir ancrer leur demeure aujourd'hui en ce qu'on appelle le NH, ce qui autorise à la reconstruction en cas de problématique d'incendie ou dégâts, etc., ce qui authentifie l'ensemble des demeures et leur permet de pouvoir reconstruire l'existant sans perdre tous leurs biens. Ce qui est aussi, à mon sens, une bonne chose aujourd'hui, puisque 35 ans après, il faut peut-être tirer les leçons d'un passé qui est peut-être évolué. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites par le passé, et je ne suis pas là, moi, pour les juger. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, on inscrit notre village dans un déroulement projeté vers l'avenir et pas vers le passé. Le long de la Vibronne, nous allons nous permettre de libérer des espaces qui nous permettront alors de travailler enfin sur notre projet de mandature, qui est celui de réaliser un véritable projet environnemental qui pourra dérouler du bois que nous avons acheté. Je rappelle que nous avons acheté un bois, que nous avons une parcelle constructive qui longe la Vibronne, et que nous avons un projet de maison environnementale, et qu'en même temps, nous avons un projet qui déroule le long de la Vibronne jusqu'au moins au premier moulin d'Ouacre. Voilà ce qui est proposé à travers ce PLU. En même temps,
On reprécise ce qui avait été demandé par les agriculteurs, parce que quand même, on a fait un travail avec les ENS pour sortir des parcelles ENS qui n'avaient rien à y faire. Je vous rappelle que la station d'épuration était dans l'espace naturel et sensible, il faut le savoir. Donc on a fait ressortir tout un tas d'incohérences dans les ensembles des espaces qui avaient été ciblés, et nous avons construit ce qu'on appelle une coulée naturelle et sensible sur Compan. Par exemple, il y a eu cet échange de parcelles, là, qui a été opéré, puisque l'espace naturel sensible était de ce côté-là, et de ce côté-là, il ne l'était pas. Donc en fait, on a fait échanger les deux terrains, qui font qu'aujourd'hui, on a une véritable coulée qui est harmonieuse le long de la rivière. Ça me paraît logique. Et ce qui nous permet aussi, entre autres, de pouvoir réaliser cette pénétrante sur le futur parc du château à partir de la départementale qui va sur Thieu. Mais là aussi, ça sera dans le cadre d'échanges importants avec les agriculteurs, puisque évidemment, on peut profiter dans ce qu'on réalise pour pouvoir peut-être mieux sécuriser les entrées de la cueillette, qui aujourd'hui, on traverse peut-être des fois un peu en danger. Donc il y a des choses à faire, il faut qu'on y réfléchisse. En tout cas, ça sera l'objet de tous les travaux qui seront réalisés dans le cadre des futurs projets d'urbanisation. Je rappelle que dans le cadre de ce que nous avons défendu à la CDPNAF, auprès du département, c'est les conditions dans lesquelles nous nous sommes engagés pour que toute réalisation soit évidemment discutée, débattue, et que toutes les questions, je dirais, que nous pourrions nous poser soient bien prises en compte dans l'ensemble des projets à réaliser. Voilà ce que je peux dire. Pour le reste, je rappelle aussi, comme une petite donnée, parce que des fois on a des idées un peu préconçues ou fausses, parce qu'on n'a pas non plus la bonne lecture du passé. Moi-même, je ne l'avais pas, il a fallu que je m'y plonge beaucoup dans ce PLU. Compan ne défraiera pas la chronique au niveau de son augmentation de population. Et Compan n'a pas défrayé la chronique pendant les années où elle a réalisé ses lotissements. Tous les villages qui sont autour de nous se sont développés parallèlement, il faut le savoir. Je dirais que le village qui s'est le plus développé par rapport à son seuil de population, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque si je vous posais la question, vous me donneriez tous les villages, celui-là. Et pourtant, ce village s'est développé de près de 200% dans la même période. Compan se développait aux alentours de 140-150%, c'est Saint-Même. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que les développements sur notre territoire sont des développements qui sont voulus, y compris par l'État et évidemment par le département, qui sont voulus par les communes, parce qu'il est évident que quand on a les moyens financiers qui nous sont donnés dans le cadre des ressources fiscales et tirées notamment de la fiscalité des entreprises, il est normal que nous puissions en faire profiter l'ensemble des populations, notamment les populations travailleuses sur notre territoire. Je vous rappelle que Compan abrite, rien que sur la ville, abrite pas loin de 1500 salariés au sein du territoire de la commune. Et que sur l'ensemble de la zone industrielle Mitry-Compan, c'est 6500 personnes qui y travaillent tous les jours. Donc on est dans une situation où on doit prendre en compte tous les problèmes qui sont posés, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient liés évidemment à l'exploitation agricole. Il est évident, et je pense qu'on doit y réfléchir peut-être plus encore, c'est réfléchir comment on peut, dans ce qu'on réalise, accompagner les déplacements agricoles peut-être autrement. Pas plus tard que cet après-midi, c'était un de nos débats que nous avions avec un agriculteur, parce que c'est vrai qu'on a des besoins, mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on reconnaisse les besoins que peuvent avoir ces travailleurs de la terre qui, pour beaucoup, nourrissent tout le monde. Voilà. Ce que je peux dire, est-ce que vous avez des questions particulières sur le PLU, sur les projets? Voilà. Que dire de plus? On a tellement débattu et tellement travaillé sur ce projet que c'est très compliqué. Est-ce que tout a été lu, tout a été bien bordé? Certainement pas. Il y a toujours des failles dans un projet de ce type. Il y a toujours des questions, peut-être qu'on aurait pu traiter un peu mieux.
il y aurait pu y avoir à la marge telle ou telle question travaillée autrement. Ce que je pense, c'est que, je vous rappelle que le PLU est un projet. Hein, on n'est pas en train de voter un truc qui va se faire demain. On est d'accord? On est sur un projet à long terme, à moyen terme. Et donc, tous les projets qui sont inscrits dans ce PLU sont à la marge, je dirais, possible d'évoluer. Il faut que nous travaillions avec le monde et qu'on réfléchisse à leur réalisation, mais dans un cadre évolutif qui doit prendre en compte toutes les priorités, et d'abord les priorités de la commune, et ensuite les besoins de chacun. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous lire la délibération, parce que tout n'est pas terminé encore. Il faut que je vous lise la délibération qui doit être approuvée. Donc je vais vous la lire. Je vais essayer d'être rapide. Vous allez en retrouver beaucoup. Mais c'est indispensable. Donc je reprends. Donc, délibération 2016, 66. Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L151.1 et suivants, et R153.8 et suivants, vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L123.1 et suivants, et R123.2, vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2014, prescrivant l'élaboration du PLU et définissant les modalités de concertation. Vu le débat sur les orientations du PLU organisé au sein du conseil municipal le 11 juillet 2014, vu la délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2015 tirant le bilan de la concertation, vu la délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2015 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, vu la décision numéro 77004-2015 de la DRIE, dispensant de la réalisation d'une évaluation environnementale en application de l'article R104-28, ancien R121-14-1 du Code de l'urbanisme, vu la décision du tribunal administratif de Melun, notamment nommant M. Charliac en tant que commissaire enquêteur, vu l'arrêté numéro 63P 2015 portant organisation de l'enquête publique relative au plan d'urbanisme local du 26 octobre 2015 au 28 novembre 2015. Vu l'arrêté T37 2015 du 28 novembre 2015 suspendant l'enquête publique avant sa clôture en application de l'article R123-14 du Code de l'environnement. Vu la délibération du 4 décembre 2015 approuvant les modifications substantielles apportées au PLU pour tenir compte notamment des observations émises pendant l'enquête publique. Vu la note explicative relative à la décision de suspension de l'enquête publique, joint au dossier de reprise d'enquête publique exprimant les modifications apportées au PLU telles que reprises ci-dessous. 1. Les changements apportés au projet d'aménagement et de développement durable, la rectification des erreurs matérielles, la confirmation de l'objectif poursuivi par la croissance de 3,2% par an entre 2015 et 2030, avec une taille moyenne sur les 10 ans des ménages compagnies à 2,8, 3 personnes par ménage en 1999 et 2008, la projection est désormais basée sur une légère diminution de la taille des ménages pour s'approcher de la dynamique cantonale, tout en restant au-dessus. Il s'agit donc d'un projet urbain pour les 15 ans à venir, qui se base sur une augmentation de 400 à 420 habitants, environ 150 à 165 logements supplémentaires, sur une emprise de 9,7 hectares complétés de densification modérée du centre-bourg. Les 9,7 hectares se répartissent comme suit: 1 AUH1, 2,3 hectares, 1 AUH2, 7,4 hectares. L'urbanisation du centre-bourg pourra également être légèrement modifiée, bien évidemment, dans le respect de la réglementation applicable. Il pourra ainsi s'agir d'opérations de renouvellement urbain, entraînant par exemple la démolition des logements et leur reconstruction, et de petites opérations sur les dents creuses. Changement apporté au rapport de présentation: rectification des erreurs matérielles, une meilleure justification complétée au regard du schéma directeur de la région de France, des capacités d'accueil de la population nouvelle au regard d'une commune
bénéficiant de son cœur bourg d'une gare selon les exigences de l'État, de la Chambre de commerce et d'industrie, du Conseil départemental. Des justifications complétées au regard du schéma régional de cohérence écologique et de la trame verte et bleue, ainsi que des zones humides. Des compléments d'informations et de données sur les zones humides existantes et les justifications de leur prise en compte. Les justifications complétées sur le pastillage intercommunal comporte bénéficiant de 50% des 50 hectares autorisés, soit 25 hectares. Le recalage des données selon la demande de l'État sur les surfaces urbanisées prises en compte du mode d'occupation des sols dans le calcul des opérations de densité du bâti et de la densité humaine atteinte pour respecter le schéma départemental de la région Île-de-France du SDRIF. Les justifications complétées sur les continuités agricoles et forestières par rapport au schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux d'usage pour la dérogation au recul de l'entrée de ville RD 212. L'adaptation des justifications au changement de zonage opéré dans le PLU modifié à la suite de la suspension de l'enquête publique. Le rajout de compléments aux annexes à la demande du Conseil départemental et de Seine-et-Marne environnement. Carte. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Carte PDIPR, plan départemental des itinéraires de petites randonnées, page 187. Carte des ENS, page 189. Extrait d'études pour un REP Deltop 190 à 201. Extrait des risques technologiques Société Univar de 202 à 205 et les plans de réseau joint dossier du PLU des pages 261 à 263. L'intégration des compléments cartographiques dans le rapport de présentation, plan de circulation des engins agricoles, plan des polarités économiques, demande de la CCI, et le plan de la trame verte et bleue, demande de l'État. Les changements apportés au plan de zonage, modification porte sur les changements de cadastre disponibles qu'en janvier 2016, je le rappelle, le passage de la zone agricole A0 inconstructible le long de la RD9 en entrée centre-bourg en zone agricole A, avec une bande de recul pour toute construction. La règle a été insérée dans le règlement, demande de la CDPNAF, de la Chambre d'agriculture et des agriculteurs. Diminution de la zone NH1 de la mousse de 0,8 hectares à la demande de la CDPNAF et de l'État. Diminution de la zone N 0,8 hectares au sud de la commune, lieu-dit Grand Marais, pour le projet de liaison au Mont-Roissy, à la demande du conseil départemental. Le passage de la zone N en zone agricole inconstructible à 0 au lieu-dit le Pré-Rond, demande de la CDPNAF, toujours, de la Chambre d'agriculture et des agriculteurs. Le passage d'une zone naturelle NL loisir en zone naturelle NZN, zone humide, demande de Seine-et-Marne 77, environnement et du conseil départemental. Augmentation du nombre d'étoiles pour le changement de destination des bâtiments agricoles. C'est une demande qui a été fortement demandée par les agriculteurs et exprimée par la Chambre d'agriculture. La création de secteurs NZ sur les zones humides a en jeu le nom de la Bibronne, anciennement classée N, zone naturelle. Demande de Seine-et-Marne environnement 77 et du conseil départemental 77. La création des périmètres des zones humides à préserver à l'intérieur de la zone N et de la zone agricole sur les lieux identifiés par les diagnostics de terrain réalisés par Seine-et-Marne Environnement comme milieu humide boisé ou non boisé, demande de la Seine-et-Marne Environnement et du conseil départemental. Intégration en zone urbaine de 2 parcelles classées agricoles, coller la zone urbaine et venant épaissir le centre-bourg et pouvant être desservis, c'est et pas en, et pouvant être desservis à partir de l'accès au logement de l'église à la demande d'un agriculteur et de la commune. La modification des espaces boisés classés, Grand Marais, dans le cadre du projet routier 212, demande du conseil départemental, suppression des EBC sur la parcelle 282, Moulin-d'Ouate, la demande de l'État, création d'un EBC sur les parcelles 252, 251, 253, Moulin-d'Ouate à la demande de l'État, création d'un EBC sur la parcelle 224, Grand Marais, demande de l'État, modification de l'EBC sur les parcelles 218, 219, Grand Marais, toujours à la demande du département et de Seine-et-Marne Environnement, modification EBC sur la parcelle 348 du Château, demande du conseil départemental 77 et Seine-et-Marne Environnement. La modification de certains emplacements réservés, modification de l'ER2 suite à l'abandon de l'ER10 de la SNCF, modification pour diminution de l'ER3 Merlin,
demande du conseil départemental et des agriculteurs, modification du tracé de l'ER5 pour ne pas couper la propriété en deux, avec rapport à l'accès de la cueillette, demande du conseil départemental et de l'agriculture, modification et de l'agriculteur, pardon, modification de l'ER8, de la mousse pour adaptation aux besoins réels de maîtrise foncière, modification de l'ER9 pour passage des engins agricoles et voies de secours pour le PPI, modification de l'ER11 à destination du conseil départemental pour le projet Liaison Mourassi, modification de l'ER12 pour le désenclavement de la mousse suite à la réduction de la surface. Les changements apportés aux opérations d'aménagement de programmation, modification portant sur des précisions, renforçant la compréhension des règles à la demande des personnes associées, reprise des schémas dans leur présentation, légendes, textes, périmètres, complément précisant la desserte en transport collectif pour les deux zones d'activité, AUX1 et AUX2, demande d'études de circulation pour la zone AUX2, précision de la plateforme aéroportuaire sur AUX1, complément précisant le raccordement du maillage piéton au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour la zone AUH2, mise en cohérence entre règlement et orientation d'aménagement et de programmation. Changements apportés au règlement, les modifications portées sur des précisions de règles, des compléments d'information sur les risques, les contraintes, les nuisances impactant chaque zone. Modifications par rapport aux accès de la D212, zone 1, UX1 et UX2, demande du conseiller général. Modification en ajout dans la zone naturelle N, d'un secteur NZ avec réglementation sur la demande de Seine-et-Marne Environnement. Ajout d'un recul de 150 mètres par rapport à la D9 en entrée de ville ouest pour la zone A. Rajout d'une annexe portant sur la liste interdite des plantes invasives. Complément de l'annexe lexique à la demande de l'aéroport de Paris. Suppression des mauvaises références au code de l'urbanisme. Complément apporté au règlement pour une obligation de gestion alternative des eaux pluviales et une obligation de convention pour les eaux résiduaires industrielles vers la station d'épuration à la demande des personnes publiques associées. Les zones à urbanisées, précision apportée, aucun accès à partir de la D212. Les accès devront se faire à partir de la D9 pour la zone AX1 et à partir de la voie pour la station-service et ou de la zone UX existante et mitoyenne pour la zone AX2. Les risques technologiques, le plan de prévention des risques est approuvé, est intégré au dossier du PLU. Le rapport de présentation a donc été mis à jour dans ce sens. Vu le courrier du 15 mars 2016 de la DRIE, confirmant sa décision du 4 mai 2015 dispensant de la réalisation d'une évaluation environnementale, vu le courrier du 15 mars 2016, Non, je viens de le dire, je viens de le dire ça, d'accord. Vu l'arrêté numéro T16 2016 du 6 avril 2016, prescrivant la reprise de l'enquête publique du 28 avril au 28 mai 2016. Vu les avis des personnes associées et consultées. Avis GRT Gaz en date du 24 juin 2015. Avis RTE, réseau de transport d'électricité en date du 23 juin 2015. Avis assistance publique des hôpitaux de Paris en date du 9 juillet 2015. Avis de Trapil en date du 23 juillet 2015. Avis de la communauté de communes d'éléments de France en date du 5 août 2015. Avis de Seine-et-Marne Environnement en date du 28 juillet 2015. Avis du service d'incendie de secours en date du 2 juillet 2015. Avis de l'aéroport de Paris en date du 14 août 2015. Avis de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne en date du 18 août 2015. Avis de la SNCF en date du 10 septembre 2015. Avis de la ville de Mitry-Mory en date du 8 septembre 2015. Avis du conseil départemental en date du 11 septembre 2015. Avis de l'État en date du 11 septembre 2015. Vu notamment les deux avis de la CDPLAF, dont le second est favorable, vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur émettant un avis favorable assorti de 6 réserves, vu l'article RL 153-21 du Code de l'urbanisme qui dispose que, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvé par le conseil municipal. Vu le rapport de transmission transmis aux conseillers municipaux détaillant les étapes de la procédure de révision du PLU,
vu les modifications suivantes qui ont été apportées afin de tenir compte des observations qui ont été émises après la reprise de l'enquête publique. Les changements apportés au PADD, au rapport de présentation, la communauté de communes Pléninon de France est remplacée par la communauté de Roissy Pays de France. Dans l'ensemble des documents, changements apportés au plan de zonage, correction matérielle sur le périmètre de la mousse en incluant une partie de la parcelle appartenant à la commune zone 1 NH1, comme initialement. Les changements apportés au règlement, correction apportée à l'article 12 concernant les règles de stationnement des vélos dans les zones 1 AUX1 et 1AUX2 ADP. Correction apportée à l'article 13 concernant les espaces verts dans les 1AUX et une mise en cohérence avec le rapport de présentation a été effectuée à l'épée. Correction apportée sur la desserte de la zone AUX2. Ces modifications font suite à des remarques portées sur le registre d'enquête publique après la reprise de l'enquête. Considérant donc que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti des 6 réserves suivantes, qu'un consensus s'établisse sur la consommation d'espaces agricoles entre la commune, la Chambre d'agriculture et la CDPNAF, avant toute décision d'ouverture à l'organisation des nouvelles zones prévues au PLU, que l'étude socio-économique dans le rapport de présentation soit étudiée de façon concrète et pragmatique par rapport à la réalité démographique actuellement connue de la commune de Compan, en comparaison avec les communes limitrophes de même capacité. 3. Que soit réalisée la reprise complète et la mise en cohérence avec les autres documents du PLU, du règlement de zone dans tous ces articles et de l'inclusion des articles des codes correspondant à toutes les contraintes supportées par la commune de Compan, PEB, PGS, PPA, PPRT, PPRN, etc. Que la mousse, si elle s'avère nécessaire, soit réduite à la juste nécessité des champs des parcelles actuellement occupées par les gens du voyage dans des zones sensibles et naturelles et qu'elle soit réorientée de façon à ne gêner en aucun cas les travaux agricoles entraînant la suppression de l'ER12 devenu inutile, que l'ER9 soit abandonné, de même que l'ER12, contournement de la station d'épuration, et de l'ER3, Merlon, au profit de l'aménagement du chemin de la Fontaine et du chemin des Vaches, jusqu'à la commune de Vossy, que soit appliqué dans le règlement des zones 1UX1, AUX2 et 1 AUH1 les prescriptions des articles L112.3 à L112.15 et des articles R112.11 à R112.17 du Code de l'urbanisme, et plus particulièrement l'article L112.10 dans sa totalité concernant les nuisances sonores, considérant que les réserves 2 V, les documents annexés, contexte d'évolution depuis 1975 de la démographie sur Compan, 3 et 6 ont été prises en compte, considérant que la réserve 1 doit être analysée comme ayant été levée dès lors que d'une part la CDPNAF a émis un avis favorable et d'autre part que la commune s'est engagée avant toute ouverture à l'urbanisation de la zone 1X2 à l'établissement d'un schéma des circulations agricoles à établir en concertation avec la Chambre d'agriculture et les représentants des professionnels concernés, avis de la CDPNAF en date du 23 octobre 2015, concernant la réserve 4, que la superficie de la mouffe a été réduite au strict nécessaire, conformément à la demande des personnes publiques associées et de la CDPNAF. Cette superficie, bien sûr, est nécessaire pour réaliser un quartier intégré au développement et à destination des familles sédentarisées sur la commune depuis 4 décennies. L'emplacement et l'orientation ont été choisis compte tenu, notamment, de la nécessité de conserver une continuité écologique entre les ENS, courrier du Conseil général en date du 3 décembre 2014. Concernant la réserve 5, que l'on peut donner une suite favorable à la suppression de l'ER3 Merlon et de l'ER12, la boîte des enclaves, doit en effet être réalisée sur la parcelle appartenant à la commune, que l'on peut supprimer le R9 qui concerne sur une partie un projet du conseil départemental. Ces travaux ont donc débuté début juillet 2016, considérant que la réserve numéro 4 a été levée partiellement compte tenu de la nécessité de maintenir un corridor écologique conformément à la demande du conseil départemental, considérant que les conseillers municipaux ont eu accès à l'entier dossier de PU avant
pendant la réunion et la réunion Conseil du, municipal. pardon, et la réunion du, c'est ça qui va, du conseil municipal et ont été régulièrement convoqués le 8 juillet 2016, considérant que le projet de plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé conformément aux articles susvisés et notamment à l'article L 153-21 du Code de l'urbanisme. Après donc avoir entendu mon exposé, l'exposé du maire, je vous propose d'approuver bien évidemment ce PLU et de délibérer, d'une part, article 1, de décider d'approuver le plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération. À l'article 2, qu'en application de l'article R 153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant 1 mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le lieu où le dossier pourra être consulté. Je rappelle que le dossier sera consultable en mairie pendant, en tout cas, 1 an, tel qu'il est prévu. Article 3 dit que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus et dans les conditions prévues par les articles L 153-24 et L 153-25 du Code de l'urbanisme, et notamment dans le délai d'1 mois suivant sa réception par le préfet, si celui-ci n'a notifié aucune modification à apporter au contenu du plan local d'urbanisme, ou, dans le cas contraire, à compter de la prise en compte de ces modifications, que la présente délibération, accompagnée de l'ensemble du dossier, sera transmise au préfet. Article 4 dit que le plan local d'urbanisme sera tenu, donc je l'ai dit, à disposition du public à la mairie, au jour et heure habituels d'ouverture. Article 5 autorise monsieur le maire ou son représentant, là en l'occurrence c'est moi, à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en application du PLU. Article 6, la présente délibération pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Voilà. Y a-t-il des questions? Deux suggestions. C'est trop tard. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Y a-t-il qui est pour l'adoption de ce PLU? Je vous remercie. Le PLU est donc adopté à l'unanimité. Je vais donc passer au point numéro 2. C'est pas moi, je vais même me reposer. Je vais laisser la parole. Il est déposé. La liste. Allez, Anthony, on a encore. On n'a plus qu'une demi-heure de disquette. Pas de problème, je fais beaucoup plus court que pour le point 1. Il s'agit donc du point 2016-67, autorisant M. le maire à signer la convention d'objectifs et de financement pour le versement de la prestation de services d'accueil de loisirs sans hébergement, accueil périscolaire et extrascolaire et pour l'aide spécifique au rythme éducatif. Il faut savoir que c'est une convention avec laquelle on fonctionne depuis 2 ans, depuis la mise en place de ces services d'accueil. Donc l'accueil extrascolaire du mercredi, l'État du vendredi notamment, et que donc, ces subventions sont soumises à un certain nombre d'accords, d'engagements, notamment sur la mise en place d'un quotient pour les familles. Elles sont vraiment nécessaires pour qu'on puisse fonctionner tel qu'on fait depuis 2 ans, et si on veut continuer à fonctionner de cette manière, ce qui me semble être une situation plutôt efficace.
Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention d'objectifs et de financement si annexée entre la commune de Conflans et la CAF, les allocations familiales, considérant que la convention si annexée a pour objet de définir les objectifs et le financement de la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement, les accueils périscolaires et extrascolaires, ainsi que l'aide spécifique éducative et les conditions générales de la prestation de services ordinaires. Elle définit en cadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement ALSH pour l'accueil périscolaire, la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement pour l'accueil extrascolaire, l'aide spécifique, rythme éducatif, ASRE. La présente convention est conclue du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Donc sur proposition, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire à signer la convention si annexée d'objectifs et de financement pour les prestations du service accueil de loisirs sans hébergement, aide spécifique, rythme éducatif. Autorise M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et charge le maire de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions à poser à Anthony? C'est important cette convention, sinon on ne change rien. Elle représente beaucoup. Déjà qu'on ne touche pas grand-chose, elle a raison. Donc c'est important de la voter. Y a-t-il des avis contraires? On va être contre qu'on peut l'avoir. Enfin, il y a des batailles des élus qui est menée pour essayer de faire augmenter l'aide de l'État. C'est compliqué. Voilà. Donc, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Donc, c'est adopté à l'unanimité, merci. Point numéro 3, concernant la validation de la programmation de la soirée orchestrale, du prix des entrées et autorisant le maire ainsi les contrats de cession du droit d'exploitation d'un spectacle. Donc voilà, il s'agit donc de rappeler, quand on a fait le festival de musique, on a séparé la musique d'orchestration, la musique, ou la grande musique, on va dire, du festival, puisqu'on l'a fait sur 2 jours, c'était l'objectif. Donc la proposition, c'est de retenir une période où on organisera une initiative particulière sur l'orchestration et sur l'autre musique, on va dire. Voilà. Et à cette occasion, d'ailleurs, nous aurons, je vous fais la proposition, exceptionnellement d'ailleurs pour cette année, c'est d'accompagner ce projet avec une intervention le dimanche après-midi sur un thème théâtral portant sur notamment Beethoven, d'accueillir un spectacle de théâtre le dimanche sur la musique. Donc, concernant donc, la soirée orchestrale qui est prévue le vendredi 4 novembre avec l'orchestre Écorce qui a déjà participé au avant-dernier festival, il me semble. Oui, plusieurs, certainement. La programmation donc, a été déterminée lors de la commission fête et cérémonie par Jean-Pierre Vernet, avec une ouverture des portes à 19h30, donc le vendredi 4, pour un début de spectacle à 20h. La tarification donc, qui est déjà mise en place, et donc de 10 € pour les enfants de moins de 18 ans et de 15 € pour les adultes. Voilà, donc un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle vous a été remis. Pour information, donc ce spectacle, ce contrat a pour but de définir les conditions techniques et organisationnelles et notamment financières de l'événement. Le montant du cash du producteur a été déterminé au final. non, tu dis à la fin. C'était 17 000 €. Donc, c'est à la fin. Voilà, donc si vous êtes d'accord, ce spectacle, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le contrat de cession signé du droit d'exploitation d'un spectacle à conclure entre la commune de Conflans et le groupe Écorce,
Vu la programmation annoncée donc, de la soirée, ainsi que la qualification de la billetterie, considérant que le contrat a pour but de définir les conditions techniques, organisationnelles et financières de cet événement, considérant que la vente de la billetterie s'effectuera à la mairie de Fontenay à partir du 5 septembre, considérant que les billets sont dans le cadre de la communication de la commune, des billets. Ça m'arrête où, quoi? Ah oui, alors, fonction, proposition, et après avoir délibéré, je vous propose d'approuver la programmation, on vient de le faire, la tarification qui vous a été proposée, et d'autoriser à signer évidemment les éléments autour de ce sujet, tous les documents nécessaires. Je rappelle que la somme de 17 000 est inscrite au compte 6 232 fêtes et cérémonies, que les recettes sont inscrites au budget. Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Abstention? Stade de prix et d'unanimité. Enfin, donc exceptionnellement, dans le cadre de ce week-end, qui sera donc consacré à la musique, à la grande musique en général, auquel j'en ai parlé aujourd'hui d'ailleurs à Cécile, mais je t'en avais parlé. Je souhaite qu'on associe les enfants de l'école et plus largement on aura des initiatives appropriées beaucoup plus larges, que si nous devons avoir des invitations, nos invitations soient bien en lien avec la pédagogie, je dirais, le travail à faire pour élever les jeunes vers la musique. J'ai quelques idées. Voilà. À toi. D'accord. Donc je vais vous lire le point de 69 qui concerne la validation de la programmation du spectacle du dimanche donc de Francis Huster et du prix de ses entrées. La commission des fêtes et cérémonies a validé la programmation du spectacle de Francis Huster de Molière à Beethoven, La Passion, pour le dimanche 6 novembre 2016. L'ouverture des portes est proposée à 14h30 pour un spectacle démarrant à 15h. La tarification de la billetterie est fixée à 15 € pour les enfants de moins de 18 ans, 20 € pour les adultes. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la programmation du spectacle et la tarification de la billetterie, vu le coût du spectacle fixé à 8 000 € TTC et non assujetti à TVA, considérant que la vente de la billetterie s'effectuera à la mairie de Compan à partir du 5 septembre 2016, considérant que des billets seront offerts dans le cadre de la communication de la commune, le conseil municipal, sur proposition de Donc, on a donc, il faut d'approuver la programmation du spectacle qui est donc proposé par Francis Huster, qui est de Molière à Beethoven, La Passion, la tarification susmentionnée du spectacle et de la billetterie, m'autoriser à signer les documents relatifs à l'organisation et à la mise en place de cette billetterie, dit que les recettes de vente seront bien inscrites au budget 2016, comme précédemment, et que le contrat de cession de spectacle sera approuvé lors d'une prochaine délibération. La qualité, pardon, excusez-moi, oui, ce sera de qualité, j'en suis sûr. Donc, il vous est proposé donc, de délibérer aujourd'hui sur ce sujet et me donner la main pour pouvoir finaliser les choses allant dans ce sens. Y a-t-il des avis contraires? Abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Point numéro 5. Je te repasse la parole, Anthony. Merci. C'est le point 2016-70, donc sur l'approbation du recrutement des enseignants et intervenants sur l'école et le paiement des indemnités. Alors, entendu donc que, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 3, vu le décret numéro 2007-658 du 2 mai 2007
relatif au cumul d'emploi, considérant la nécessité de fixer le montant des indemnités à devoir aux intervenants et enseignants pour les activités scolaires. Est-ce que M. le maire, est-ce que je... Oui, vas-y, garde. Alors, après en avoir délibéré, fixe les indemnités suivantes. Indemnité pour des cours d'anglais à raison de 8 heures par semaine, 24,39 € de l'heure. Indemnité pour études surveillées par un enseignant, 21,86 € de l'heure. Indemnité pour études dirigées par un intervenant, 10,37 € de l'heure. Savoir que l'intervenant pour l'anglais intervient sur l'ensemble des classes primaires. Décide que ces indemnités sont prévues pour l'année 2016-2017. L'autorise le gouvernement à signer les éventuels contrats et tous les documents nécessaires à l'organisation des cours d'anglais ou des études surveillées et dirigées. Dit que les dépenses sont inscrites au budget communal. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Voilà. Ça vous s'inspire l'anglais. Il pourrait vous en parler des heures. Pas d'objection. Donc, je peux considérer que c'est adopté à l'unanimité. On est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Enfin, il me reste à vous faire lecture de quelques décisions. Et après, vous pourrez partir en vacances. En espérant que vous pourrez partir du conseil avant que ce soit vraiment un oral phénoménal. Il se prépare vraiment. Donc, les décisions du conseil du 2 juillet. Non, c'est aujourd'hui. Je suis fatigué. Donc, conformément à l'article 2122 du CGCT, le maire est tenu de rendre compte, donc, le conseil des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Les engagements sont possibles, mais je dois vous les donner, les rapporter. La décision 2016-15 date du 14 juin 2016. Il s'agit de la signature d'une commande avec la société Risque Expert pour la mise en place d'un organigramme des clés sur certains bâtiments communaux. J'ai demandé qu'on change un certain nombre de process au niveau des fermetures et qu'on simplifie la vie à tout le monde. Donc, la société Risque Expert est désignée pour un montant, toute taxe comprise, de commande de 29 155,27 €. En ce qui concerne la décision 16-2016, date du 15 juin 2016, objet fixant des droits de stationnement sur le domaine communal 6 au 17 rue de Carré pour les entreprises. 20 € par mois pour une place de parking. Pour décision 2016-2017, 2016, c'est à l'envers, hein, je ne sais pas si c'est compliqué. En date du 15 juin 2016, il s'agit de la signature d'un contrat avec la société Cote pour la surveillance, le gardiennage des équipements publics communaux, qui passe actuellement un petit peu partout et qui procède à la fermeture des parcs. Je rappelle que la caméra ne doit pas bouger. Comment? Elle doit être fixe. Non, sûrement pas. Si. Envoyez vos textes, monsieur Marion. Elle doit être fixe. Et puis je vous demande gentiment de ne pas toucher la caméra et de filmer sans tourner la caméra. Je fais ce que je veux, monsieur Marion. Vous ne faites pas ce que vous voulez dans un conseil municipal, monsieur. Avec ma caméra, si. Non. Nous reverrons les textes sur cette question, mais il me semble bien Ouais. que normalement vous ne devez pas bouger la caméra pendant la séance. Envoyez, Je vous le dis, on va vérifier tout ça. vérifiez. Prestation pour Cote de lilotage, 20 066,88 par an, pour une prestation fermeture et ouverture notamment des équipements publics, 9 397,44 € par an, prestation d'intervention alarme, 102,40 €, l'intervention de prestation gardiennage supplémentaire, 36,14 € de l'heure.
C'est l'entreprise donc qui passe faire les ouvertures et les fermetures actuellement pour des raisons de sécurité et notamment de gestion, notamment des espaces enfants et des parkings. Sa prestation pourra être élargie par la suite lorsque nous aurons continué un certain nombre de travail dans ce domaine. Décision 18/2016, date du 21 juin 2016. Il s'agit de la demande de subvention auprès du département de la Seine et des Marnes au titre du Fonds d'équipement rural 2016 pour les travaux d'aménagement et de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite et incendie sur l'hôtel de ville. Donc les destinataires, évidemment, c'est le département. Il s'agit donc d'une demande de subvention que nous faisons au taux le plus élevé, soit 50%, du montant des travaux plafonnés à 100 000 €. Coût des travaux, je le rappelle, 289 276,34 €. Voilà ce que je tenais à vous donner comme information complémentaire. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Donc en attendant, avant de lever la séance. Ouais, j'ai une précision à apporter quand même à l'Assemblée concernant, sur le point 1 qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre d'urbanisation, que toutes les villes et les villages ne disposeront pas d'un PLU, d'une carte communale ni d'un document tenant lieu de pour organiser un peu le PLU. Toutes ces dispositions maintenant seront fixées par le règlement national d'urbanisme. Oui, c'est-à-dire que les postes tombent. Voilà. Il n'y a plus de postes, et pour les communes qui n'ont pas adopté un PLU, ils relèvent après du RNU, ce qui est très compliqué et lamentable. Voilà. Donc évidemment, l'importance pour la commune d'avoir un plan local d'urbanisme, et c'est très important. Surtout qu'ensuite, il appartiendra à partir, normalement, du mois de mars 2017, aux communautés d'agglo et aux communes de décider si elles souhaitent entrer dans le cadre du monde des PLUI. Je vous rappelle que cette affaire est loin d'être réglée, puisqu'on peut dire que la quasi-unanimité des communes qui composent la communauté d'agglo de Principe et de France est défavorable à la mise en place d'un PLU. Voilà. D'où l'importance de voir. Voilà, c'est la vie, ça. Voilà. Et ceux qui à la bataille pour avoir un vrai projet d'avenir ou pas. Y a-t-il des questions je vais lever la séance. Si c'est l'occasion, si vous avez une question. Voilà, simplement, je vous rappelle qu'il n'y a pas de vacances des élus, n'est-ce pas? Ceux qui partent en vacances et bonnes vacances. Pour ceux qui restent, je rappelle qu'il y a des élus, des adjoints qui sont présents pendant toute la période de juillet-août et que, évidemment, tout problème majeur au sein du village doit leur être immédiatement communiqué, qu'ils ont des initiatives à prendre en l'absence du maire et des adjoints. Voilà. Et on a convenu ça entre nous de toute façon, puisqu'il n'y aura pas de vacances d'élus à Courban. Voilà. Juste une petite avant la fermer. Un petit peu surpris des dégradations florales qui ont été faites. Des quoi, des Dégradations. Des dégradations importantes qui ont été faites là dans le week-end, ce qui a impliqué effectivement que la commune soit obligée de refaire, puisque j'ai cru comprendre qu'effectivement la commission nationale doit passer. Donc je tiens attention que là il va falloir qu'on se montre plus sévère, hein, quel que soit l'enfant qui fait ou l'adulte. Hein. Parce que là, oui, le jury pour la prochaine fois, je crois, le 11 août. Le 11 heures. putain, on sera 11 heures. Et que nos équipes d'entretien du village et des parcs et jardins sont aux affaires et qui bossent beaucoup en ce moment. Et je pense qu'on peut les féliciter pour l'excellent travail qu'ils accomplissent, parce que souvent ils le font dans des conditions qui ne sont pas toujours les meilleures et qui sont souvent critiqués et peu félicités. Voilà. Donc je souhaite, au nom de vous tous, du conseil municipal, les féliciter pour l'excellent travail qu'ils font. Voilà. D'ailleurs, à cette occasion, je félicite tout le personnel, parce que tout le long de l'année,
On a eu, je crois que c'est la première année, depuis longtemps, qu'on a eu peu de problèmes à l'école. Le travail qui a été mené sur les services de l'école depuis la rentrée 2014, on a quand même complètement évolué, différemment, qu'on a poursuivi ces années qui sont venues, et qu'on va continuer à évoluer, puisque notre ambition maintenant, c'est de réaliser un nouveau centre de loisirs, externalisé de l'école. Une étude sera lancée à la rentrée septembre dans ce domaine, que notre projet de crèche intercommunale est bien toujours dans les cartons et qu'elle est défendue becs et ongles par les élus qui travaillent sur ces questions, mademoiselle Gel, et que notre ambition est de voir réaliser près de ce centre de loisirs, sur le même territoire, une crèche intercommunale qui nous permettra de mutualiser les services. Dans le même temps, on lancera à la rentrée septembre, c'est ce que j'ai proposé, le projet d'étude du projet environnemental le long de la Biberonne, puisqu'il est temps, il va être temps, maintenant de travailler très concrètement sur les étapes de réappropriation des terrains, d'une part, puisqu'on achète des terrains en ce moment, et de l'autre côté, d'avoir un vrai projet qui se déroule sur l'ensemble du long de la Biberonne, un espace à ouvrir à la population pour pouvoir enfin profiter d'espaces verts au sein de Campan. Parce qu'on a beaucoup d'espaces verts, on n'a pas beaucoup de lieux pour pouvoir aller s'y promener, qui soient aménagés. Voilà. C'est bon? Alors si vous avez du bol, vous pourrez rentrer avant de prendre la flotte. Je vous remercie et je lève la séance. Alors,